Tous les mardis au coup de 13h, veuillez brancher l'émission Vivement en français sur le 102.3 FM Radio Centre-Ville ou via le www.radiocentreville.com. Vivement en français, l'émission qui conjugue savoir et manière de vivre en français. Madame, Messieurs, bonjour, bon début d'après-midi. Nous sommes le mardi 10 juillet 2018. Vous écoutez le 102.3 FM Radio Centre-Ville, la radio communautaire et multilingue de Montréal, émettant depuis 1975. C'est la 13e édition de Vivement en français. Merci de nous écouter. Au micro pour vous servir, Wadner Isidore, et à la table des consoles, l'infatigable Marie-Claudette Syriac. La pensée pour aujourd'hui, c'est en prenant conscience de tes responsabilités envers toi-même que tu arriveras à rendre ta vie meilleure. Je reprends la pensée, c'est en prenant conscience de tes responsabilités envers toi-même que tu arriveras à rendre ta vie meilleure. C'est tiré de À l'assaut du bonheur, tome 2. Le mot du jour, c'est la virtuosité. La virtuosité, c'est talent de virtuose, maîtrise parfaite d'une technique instrumentale ou vocale, ou encore grande habileté technique qui requiert des aptitudes physiques ou intellectuelles. On peut donner comme exemple virtuosité d'une chanteuse, d'un pianiste, et les mots synonymes de virtuosité sont brio, dextérité, habileté ou maestria. Nous allons observer une première pause et l'on revient pour la suite de l'émission Vivement français. À tout à l'heure. Qu'on explose, on choisit ce qu'on expose, on se dit les mêmes choses. Tu ne sais rien, tu sais tout. Il n'y aura jamais de nous. Mais si tu oses, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Car il n'y a rien de pire que de ne rien sentir. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Pour se laisser une trace dans la mémoire. Je sais que j'ai voulu être ta prisonnière, jusqu'à ce que je sente les murs sur moi qui se resserrent. Il y a des fissures sous mon armure, mais on se prend et on se serre les deux dans notre tour. Bien haut dans les airs, on en redescend toujours. Tu ne sais rien, tu sais tout. Il n'y aura jamais de nous. Jamais de nous. Mais si tu oses, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais. Et de retour après la pause, nous allons apporter une petite rubrique tout à fait particulière aujourd'hui. Nous allons parler de Québec d'aujourd'hui et Québec de demain, certainement tout au long de l'émission, parce que nous avons un invité avec nous qui va nous parler de la situation qui s'est passée en Haïti avant-hier et hier. Certainement, nous sommes tous touchés par ces casses, par cet événement triste et malheureux. Et il faut en parler puisque nous sommes des Haïtiens, ça nous concerne certainement, même si nous sommes des Haïtiens vivant à l'étranger. Mais bien avant de venir avec notre invité qui va nous parler de ce qui se passe en Haïti, qui va tout au moins opiner sur les faits, nous allons vous parler de Québec d'aujourd'hui et Québec de demain. Mais commençons d'abord par le Québec de demain. Donc je vous dis le Québec, d'où vient le Québec? Alors le Québec, c'est une province majoritairement francophone à l'est du Canada, appelée autrefois la Nouvelle-France. Et la Nouvelle-France, vous le savez chers amis, c'était une colonie française, plus précisément une vice-royauté du Royaume de France entre 1534 et 1763. Donc elle faisait partie du premier empire colonial français et sa capitale était bien le Québec que nous reconnaissons comme la capitale de la province de Québec aujourd'hui. Et le Québec était peu
peuplées par les filles du roi. Donc ce sont celles qui ont peuplé le Québec, cette nouvelle colonie française accueillie par Jean Talon et le Monseigneur Laval entre 1663 et 1672. Elles sont des jeunes femmes choisies par les responsables des hospices et hôpitaux généraux où elles étaient hébergées en France, bien sûr, qui se déplaçaient jusqu'en Nouvelle-France pour s'y marier et y fonder un foyer et établir une famille pour coloniser ce nouveau territoire qu'est la Nouvelle-France, si on peut le dire. Alors, le roi de France agissait comme étant tuteur des filles du roi en payant les frais de leur voyage ainsi qu'une dot lors de leur mariage. Cette dot était ordinairement de 50 livres à l'époque. Elles étaient souvent orphelines, les filles du roi, et d'origine modeste, autrement dit de familles pauvres en France. Pendant longtemps, le Québec était sous l'emprise de l'Église catholique, comme la plupart des colonies françaises d'ailleurs, et l'influence des anglophones pesait lourd, si bien que les francophones étaient considérés comme des citoyens de seconde zone dans la Nouvelle-France et qui est devenu le Québec. Alors, il a fallu attendre 1960 avec la Révolution tranquille qui prônait et défendait la laïcité, l'éducation pour tous et l'économie de la province dans les secteurs comme l'éducation, la santé et les services sociaux. Et le slogan de la Révolution tranquille, avec chef de file certainement Jean Lesage, le slogan était « Maître de chez nous ». Je vous cite les grands ténors ou bien autrement dit les grandes réalisations de la Révolution tranquille. Donc en 1961, ils ont créé l'Office québécois de la langue française ou bien l'Office de la langue française. En 1962, c'était la création de la Société générale de financement. En 1963, deuxième vague de nationalisation de l'électricité avec ce que nous appelons aujourd'hui Hydro-Québec. En 1964, il y avait la création du ministère de l'Éducation avec Paul Girin-Lajoie comme étant le premier ministre de l'Éducation du Québec. Et en 1965, c'était la création de la Caisse de dépôt et de placement du Québec et de la Régie des rentes du Québec. En 1966, ouverture du métro de Montréal qui nous desserve actuellement avec 3 lignes, plutôt 4 lignes, la ligne jaune, la ligne orange, la ligne bleue et la ligne verte, que je ne cite pas en ordre alphabétique, bien sûr. Et entre 1967 et 1968, donc il y a eu la création des polyvalentes, des cégeps et de l'université. Le cégep, vous savez que c'est le centre d'enseignement généralisé de formation professionnelle, bien sûr. En 1968, on va avoir la fondation du Parti québécois. Donc, le Parti québécois avec quelqu'un qu'on connaît bien sûr, c'est René Lévesque, qui était d'ailleurs l'un des ministres du gouvernement de Jean Lesage. Je vous présente les chefs de file de la Révolution tranquille. On a Jean Lesage, qui était premier ministre du Québec de 1960 à 1966. Georges-Émile Lapalme, qui était vice-premier ministre du Québec de 1960 à 1964. René Lévesque, ministre des Ressources hydrauliques et ministre des Travaux publics entre 1961 et 1966, qui devient d'ailleurs premier ministre du Québec entre 1976 et 1985. Paul Girin-Lajoie était le premier ministre de l'Éducation. Quand je dis le premier ministre, c'est-à-dire puisque le ministère venait d'être créé. Donc c'est le premier ministre de ce ministère, créé en 1960. Entre 1960 et 1966, il a été ministre et il est décédé tout récemment, donc ça fait 3 semaines environ. Jacques Parizeau était conseiller, il n'était pas ministre du gouvernement de Jean Lesage, mais il était conseiller. On a Claude Morin qui était conseiller, Claude Castonguay conseiller et Bernard Landry qui a été aussi ministre du Québec fut conseiller du gouvernement de Jean Lesage. Nous allons observer une petite pause et l'on revient pour la suite de l'émission avec notre invité, cette fois-ci pour parler de ce qui s'est arrivé en Haïti avant-hier et hier. Car il n'y a rien de pire que de ne rien sentir. Il n'est jamais trop tard, il n'est jamais trop tard. Pour se laisser une trace dans la mémoire.
De retour après la pause, nous avons comme invité Mackendy Desterrière, que nous avons reçu récemment à l'émission Vivement Français pour parler de la JCI, mais cette fois-ci, c'est pas avec le chapeau de JCI, mais il va parler tant que citoyen concerné. Alors Mackendy, j'ai lu ton article que tu as publié aujourd'hui, cet après-midi même, et qui m'a vraiment touché. C'est pour cela que nous allons débattre un peu de la question. Mackendy, nous avons l'impression que Haïti tourne en rond. Donc nous revivons, nous ressassons les mêmes choses. 1804 et ces dernières 30 années, donc on peut dire de 86 à 2018, ça fait 32 ans. On pense qu'on est à notre 10e émeute, donc en moins de 30 ans. Qu'est-ce qui se passe, Mackendy, d'après toi? Définitivement, bonjour Wagner, bonjour à tous les invités, bonjour à la technicienne Claudette. Donc c'est vraiment un cycle interminable que traverse le pays. Donc il y a le fameux écrivain Gary Victor qui écrit souvent cette transition qui n'en finit pas. Et en fait, c'est une crise générationnelle, c'est une crise de société, c'est une crise qui affecte à la base les enfants. C'est surtout ce que je voulais mettre en avant dans l'article. On crée les futurs casseurs, déstabilisateurs, les futurs casseurs de demain, parce que ceux qui aujourd'hui cassent étaient les enfants qui ont vu casser. Donc, c'est un cycle qu'on reproduit presque chaque 15 ans, chaque 20 ans, et on doit s'attendre, quel que soit le prétexte, à un renouvellement de cette même situation, malheureusement. Et même pas tous les 20 ans ou tous les 15 ans, Mackendy. Donc, on a eu ça en 2004, on a eu ça en 2008. Donc, on appelle ça Clorox, une chose comme ça. Donc, on a eu ça au tremblement de terre, ça, on peut le comprendre. On a eu ça en 2012 avec Michel Martelly. Donc, on lui disait de partir. Et on vient de la voir. Donc, en 2018. Et ça, on dit c'est pire qu'en 2004, après le départ d'Aristide, avec l'opération Bagdad, parce qu'en 2004, on a eu 2 casses, etc. On peut dire ça, 2 déchoucages. 2004 et 2006 quand même. Exactement. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on manque ou qu'est-ce qu'on rate, en fait, comme peuple, puisqu'on a bâti l'histoire? Il est très facile de mettre ces genres de situations sur le dos des politiciens et du gouvernement. En fait, ils ne sont pas innocents dans ces genres de situations parce qu'ils ne proposent aucune solution. Et cependant, c'est une crise de famille, c'est une crise de société, c'est une crise d'éducation, c'est une mentalité, la mentalité haïtienne qui ne change pas. C'est la mentalité des esclaves révolutionnaires qui, à chaque fois qu'il faut faire passer ses opinions, il faut le faire avec le fameux slogan de Dessalines, couper tête, boule écaille. Donc, en fait, c'est la meilleure forme d'expression des Haïtiens, malheureusement, et on n'est pas sorti de cela parce que le président haïtien, sur les ondes de la radio nationale ou de la télévision nationale, a déclaré hier, vous avez parlé, je vous ai compris. Donc, c'est comme si c'est le message, c'est la forme de langage que comprennent les dirigeants. Et on l'a vu dans quelle que soit la forme de revendication, quand on le fait pacifiquement, même les médias ne relaient pas ça. Cependant, quand on brûle des pneus, quand on écrase des vitres, eh bien, tout le monde est à votre écoute. C'est une crise de société et je pense qu'il faut vraiment une approche psychologique pour réduire ça. Et pourtant, Mackendy, on pense que si on en est là, c'est parce qu'il n'y a pas de stabilité en Haïti. Et je pense que cette tension même, cette mentalité crée même l'instabilité en Haïti. Alors, toute personne qui pense investir, réfléchit à sang-froid, disent c'est arrivé en 86, c'est arrivé en 96, c'est arrivé en 2004, ça peut se passer n'importe quand, malgré on a trouvé quand même des actionnaires assez risqués qui ont osé bâtir Best Western, Oasis ou autres, Digicel, tout récemment Marriott, etc., Royal Caribbean et j'en passe. On pense que c'est des personnes quand même qui ont pris un grand risque, mais la plupart des investisseurs qui pensent à investir dans la Caraïbe pensent davantage en République dominicaine plutôt que d'investir en Haïti. Pourtant, on croupit dans la crasse, on croupit dans la misère et dans la pauvreté parce qu'il y a un manque d'investissement, il manque de capitaux en Haïti. Est-ce qu'avec ça, on peut bâtir un pays? Écoutez, on parle d'investisseurs risqués et je suis parfaitement d'accord,
Mais quand on écoute l'opinion publique haïtienne ces derniers temps, on peut comprendre aussi cette forme de réaction contre les investisseurs. On a comme l'impression, à côté des hommes politiques, l'acteur responsable du malheur des Haïtiens reste la classe économique. Et c'est pourquoi l'Haïtien qui croupit dans la misère essaie de réagir face à ces hommes. On a l'impression qu'ils financent ou qu'ils démontent les pouvoirs. C'est eux qui créent les élections, c'est eux aussi qui financent les coups d'État. En fait, c'est l'opinion publique. Malheureusement, la forme d'impunité qu'on a en Haïti n'a jamais su créer une forme de justice pour juger ou bien pour prouver ces états de fait. Mais il est connu de tout le monde qu'il y a une vingtaine de familles en Haïti qui financent les chefs d'État ou bien les candidats qui deviendront chefs d'État. Et il suffit de voir depuis Duvalier, on n'a jamais une personne qui était préparée à la base pour prendre le pouvoir. On dit qu'on façonne les chefs d'État en Haïti. N'attendez-vous pas, à 5 ans plus tard, on va trouver un inconnu comme Jovenel qui sera majoritaire, qui sera un mastodonte politique. Un outsider. Et un outsider ou même le favori. Pourquoi? On l'a eu avec M. Aristide. On l'a eu aussi avec Duvalier qui était un simple médecin. On l'a eu avec M. Préval. On l'a eu avec Michel Martelly qui était un simple chanteur. Et quelques mois avant les élections, personne, même les plus avisés, ne connaissait pas le nom de Jovenel Moïse. On dit que la classe économique fabrique les candidats pour après les soudoyer ou bien revendiquer certaines sommes ou bien certains projets. Donc, la réaction du peuple après toutes ces opinions, c'est de déstabiliser ces genres de personnes. Donc, est-ce qu'on peut dire effectivement qu'on n'a pas intérêt à investir? On peut dire aussi que cette classe économique est très conservateur. Et ils font ce qu'on appelle la concurrence déloyale. On a comme l'impression, c'est encore les dires, c'est pas si éloquent de le dire à la radio, mais on a comme l'impression qu'ils créent l'instabilité pour avoir toujours le monopole sur le marché. Donc, c'est ce qui se traverse dans la tête des gens et qui malheureusement a tendance à être vrai, même si on n'a pas les preuves pour vérifier ça. Est-ce que ce serait pour cette raison? Parce qu'on a comme l'impression que les gens savaient où il allait casser. Donc, c'est-à-dire, ils ont ciblé des magasins, supermarchés, hôtels qui appartenaient non seulement à la classe des nantis, mais avec des personnes bien précises. Bien précis. Est-ce qu'il y a une main derrière tout cela? Au départ, on a dit que c'est un mouvement spontané. On a mis ça sur le dos de l'élimination du Brésil et avant de l'Argentine. Donc, ces deux pays représentent les favoris de la 90% des Haïtiens. En Haïti, si tu n'es pas pour le Brésil, tu es pour l'Argentine. Et si tu dis que tu n'es pas fan ni du Brésil ni de l'Argentine, on a tendance à ne pas vous croire. Donc, encore une fois, j'ai mentionné dans le texte qu'un tiers des compétitions mondiales ont vu le Brésil ou l'Argentine triompher. Un tiers ont vu le Brésil ou l'Argentine aller jusqu'en demi-finale, donc c'est-à-dire presque à la phase finale. Mais seulement 7 ont vu le Brésil ou l'Argentine arrêter à la phase des quarts ou des huitièmes de finale. Mais à 6 reprises, on n'a jamais eu ça. Donc, il faut combiner l'élimination du Brésil et de l'Argentine qui crée des sentiments émotifs négatifs chez l'Haïtien. Il faut combiner ça avec l'annonce subite pendant le quart de finale du Brésil d'une décision impopulaire du gouvernement, c'est-à-dire la montée pour la deuxième fois en 18 mois des prix de l'essence. Et une hausse de 38%, ce n'est pas rien. Non, c'est de 41 à 85%. En effet. Donc, ce qui fait que ces deux actions combinées, une semaine avant, il y a eu aussi cette crise à Pèlerin, là où habite le président. On a détruit certaines maisons de la population pour frayer un chemin plus ouvert pour le président. Et ça crée ce qu'on appelle un cocktail d'émotions chez le peuple. Donc, on a comme l'impression de manière spontanée, après l'annonce, après l'élimination du Brésil, le peuple qui s'apprêtait à fêter dans les rues, eh bien, ils ont pris ça et ont commencé à tout casser. On peut dire que c'était spontané en vendredi. Mais j'ai l'impression en samedi, les mouvements politiques ont récupéré le mouvement
et ont donné l'ampleur à ce mouvement. Et quand il y a ces genres de mouvements, on a beaucoup de jeunes aussi dans les rues et on a aussi toute la population qui peut en profiter. Quand un magasin est vide et que la personne trouve que la police ne peut pas l'empêcher, eh bien la personne entre impunément et rentre chez lui avec et toutes sortes de choses. Donc c'est une action combinée, mais jusqu'à présent, aucun homme politique n'a le courage de revendiquer le mouvement. Contrairement à 2004, ils étaient ouverts et s'affichaient. Contrairement à 86, aujourd'hui, on n'a aucun homme politique qui prend les devants pour dire « je suis le leader de ce mouvement ». Il mériterait d'être tué sur le bûcher, je pense. Définitivement. En fait, alors, Mackenzie, qu'est-ce qui se passe? Donc, la hausse des prix des produits pétroliers était annoncée 2 semaines à l'avance, autrement dit 10 jours avant même que cela rentre en effectif. Je pense que ça devrait rentrer en effectif le 7 juillet, autrement dit ce samedi dernier. Et on a attendu, comme tu viens de le dire, l'élimination de Brésil pour camper ce mouvement soi-disant spontané et que, à mon avis, qui n'est pas tout à fait le cas, parce qu'on a ciblé bien des magasins qui appartiennent aux mêmes gens ou bien aux mêmes familles, puisque c'est des familles qui dirigent Haïti et elles ne sont pas nombreuses comme on peut oser le croire. Mais moi, la question, qui profite de ces genres de choses? Parce que la classe des nantis est quand même déficitaire. Des milliards de dollars de déficit, si on peut compter. Demain matin, c'est sûr qu'il va y avoir quand même que les prix des produits pétroliers augmentent ou qu'on diminue. Il va y avoir une augmentation parce que cela est arrivé à chaque reprise. Chaque fois qu'il y a des casses, c'est arrivé en 2004, c'est arrivé en 2008. Donc, la classe des nantis qui vont bénéficier quand même, qui va bénéficier d'une réduction sur les franchises douanières, de choses comme ça, qui va devoir augmenter pour tirer leur argent. Le peuple qui va encore croupir davantage dans la misère. Il va y avoir des emplois qui vont être éliminés, bon, de toute façon, parce qu'il y a des entreprises là qui vont définitivement fermer les portes. Soit ces gens-là vont investir ailleurs, etc., Qui profite vraiment? À qui profitent ces genres de choses? Écoutez, moi, dans mon analyse, je n'ai pas vu réellement de profiteurs. J'ai vu des victimes, j'ai vu des coupables et j'ai vu des personnes responsables par leur passivité. En fait, la grande classe intellectuelle ou bien la classe moyenne de ce pays est souvent passif lorsqu'il y a les élections, est souvent passif lorsqu'il faut revendiquer, est souvent passif aussi lorsqu'il faut agir. Donc, on a une population qui ne défend pas ses opinions, qui ne transmet pas les informations. Et je pense que quelque part, on est presque tous responsables. Les victimes se comptent par millions parce que c'est toute la population haïtienne quelque part qui est victime. Même ceux-là qui cassent, même ceux-là qui pillent, qui volent, en retour, ils deviendront des victimes. Maintenant, les coupables, c'est quand même ceux qui ont l'instrument politique en main pour agir, qui n'ont pas agi. Les coupables, c'est peut-être aussi l'opinion, ceux qui orientent l'opinion publique, pour ne pas dire la presse, qui souvent s'associe à une classe politique pour faire les propagandes politiques au lieu de donner les informations nécessaires. Les coupables, c'est peut-être aussi la société civile organisée qui certaines fois fait des revendications uniquement quand il s'agit des hommes et des femmes politiques. Donc, mais à qui profite cette situation? Mais sûrement pas à Haïti, sûrement pas à nos enfants de demain, sûrement pas à la diaspora, peut-être à une certaine classe politique qui va devoir renouveler au cas où il y a un vide gouvernemental, qui va renouveler le gouvernement, mais ce sera encore une chaise musicale. On prend les mêmes et on recommence. Et comme on dit, des petits passe-côtes. Exactement. Okay. Alors, Mackenzie, nous allons observer une petite pause et l'on revient pour continuer cette discussion. Dis-lui d'être forte, la vie t'emmène, ce n'est pas sa faute. C'est nous sommes devenus fous. Je sais mon
De retour, chers auditeurs, vous écoutez le 102.3 FM Radio Centre-Ville et c'est l'émission Vivement Français qui est en l'air actuellement. Et l'on parle un peu de ce qui a lieu en Haïti, cet événement malheureux qui a lieu ce week-end en Haïti et qui nous concerne tout particulièrement puisque nous sommes haïtiens, il faut en parler. Alors Mackenzie, moi la question, est-ce qu'il ne s'agit pas là d'une guerre de classe ? Parce que je change le thème, au lieu de lutte des classes, on sait que la lutte des classes commence même au démarrage de la société haïtienne ou du pays comme haïtien, où le mulâtre se réclame étant supérieur, etc. Donc avant, avec la colonie française, il y avait les 3 classes, donc il y avait les blancs, les mulâtres et les nègres ou les noirs. Après l'indépendance, donc on a la lutte des classes, puisqu'il n'y avait pas encore une classe moyenne, c'était les mulâtres et les nègres, ou bien les affranchis. Maintenant, un siècle plus tard, ça devient 3 classes, où nous avons la classe moyenne et la classe des nantis ou la bourgeoisie, si elle existe réellement, parce que dans le cas d'Haïti, on dit il n'y a pas de bourgeoisie. Et il y a la masse qui constitue le peuple et qui sont la majorité. 85% des Haïtiens vivent en dessous du seuil de pauvreté. En fait, cela a tout l'air parce que cette lutte est symbolisée par les 2 hommes politiques qui ont fondé cette nation, 2 des 4 en tout cas, Pétion et Dessalines. Et récemment, 2 à 3 ans de cela, c'était ce slogan qui était dans les rues, Dessalines, Vacher, Pétion, quand on sort de Bel-Air et on monte à Pétionville. Cela a tout l'air aussi parce que ces 30 dernières années, la succession qui s'est faite au pouvoir, c'est comme s'il y avait des représentants justement de cette masse avec Lavalas et les représentants des nantis, si vous voulez, avec Tête-Calée. 2 gouvernements entièrement populistes, 2 gouvernements, on peut dire, extrémistes, soit de gauche ou de droite, mais 2 gouvernements qui ne font pas l'affaire de la classe moyenne ou d'Haïti. Donc, en fait, effectivement, ce qui se traduit dans les rues, c'est la classe pauvre, ceux qui croupissent dans la misère, qui détruisent les biens de ceux qui ont quelque chose. En fait, je dis bien ceux qui ont quelque chose, quel que soit le bien que vous avez. Même si vous êtes aussi dans la classe pauvre, si vous avez un véhicule, on peut le casser. On peut casser ça. Si vous avez une boutique, on peut piller aussi. Ça. Exactement. Donc, et cela n'est pas une personne, c'est des gens qui n'ont rien, qui détruisent ceux qui possèdent. Donc, Leslie Maniga avait dit qu'il y a une lutte incessante dans ce pays contre l'intelligence, mais aussi il y a une lutte de classe dans ce pays et on a toujours tendance à cacher ça. On dit que oui, c'est pas vrai, mais ça existe, même dans les comportements, même dans les regards, même dans les mentalités, même dans l'éducation. On a des écoles qui sont réservées à une certaine classe et on a d'autres écoles qui sont majoritairement pour une autre classe. Donc, la question ne se pose pas, oui, c'est une lutte de classe, mais comment résoudre cette situation? C'est sûrement pas de la manière que l'ancien président Jean-Bertrand Aristide avait dit. Donc, si vous voyez que la misère vous affecte, regardez ceux qui jouissent là-haut et allez leur demander de qui prévient. Donc, c'est pas de cette manière parce que ça crée une certaine violence, mais ce n'est pas aussi dans l'indifférence de ce pouvoir Tête-Calée et symbolisé par M. Martelly, l'ancien président, qui étale ses richesses dans ses balles et disent ouvertement que l'argent que j'ai volé, je l'ai investi à Marriott, à Best Western, à Oasis, et c'est exactement ces hôtels que les gens vont brûler justement. Donc les 2 icônes politiques qui représentent d'une certaine manière ces 2 classes ne font pas l'affaire de ce pays et détruisent même leur propre classe qu'ils représentent parce que justement ils vandalisent l'idée même de la classe en Haïti et malheureusement c'est le cas. Alors Mackenzie, c'est quand même inquiétant, mais moi la question que je me pose, mais quand est-ce qu'on va avancer? Parce que là on n'est même pas au point d'arrêt, on recule. Donc, si on était au point d'arrêt, à un moment donné, on se dirait, bon, il faut avancer. Mais là, on recule parce que lorsqu'on recule, pour avancer, il faut arrêter.
ensuite pour avancer. Donc, on n'est même pas au point d'arrêt, on va à reculons. C'est ça. Et depuis quelques années déjà. Et comment on fait? Comment on fait? Et moi, là, je me demande, est-ce qu'on n'a plus de fierté? Est-ce qu'on n'a plus d'objectifs, plus de rêves? Parce que je pense que ne serait-ce en regardant la République dominicaine, ça devrait nous inspirer. Je veux parler des politiciens parce qu'ils vont en vacances en République dominicaine, soit en autobus et parfois même en avion, ou bien leur 4x4, etc. Donc, dès qu'ils traversent la frontière, ils voient qu'ils respirent une autre ère. Donc, ils voient la réalité, ils voient quand même le changement. Mais lorsqu'on passe 2 siècles, on est à 214 ans maintenant, qu'est-ce qui se passe, Mackenzie? Mais écoutez, la recette est connue de tout le monde, sinon de presque tout le monde, même nos dirigeants politiques. Et Aristide avait dit en créole ce que M. Maniga avait dit en français. Il y a 2 urgences dans ce pays. C'est la réduction de la pauvreté, ce qu'on appelle la paix en vente, et la lutte contre l'insécurité, ce qu'on appelle la paix en tête. Donc, il faut une stabilité politique, une bonne gouvernance, il faut l'augmentation du pouvoir d'achat de la population, la création de l'emploi ou la diminution des prix de première nécessité. Il faut, à long terme, l'investissement dans l'éducation. Ce que M. Martelly a vilipendé malheureusement, mais c'était une idée géniale de la Constitution même de 1987. Éducation gratuite, au moins jusqu'au primaire. Cependant, quand on regarde la situation, l'éducation, pourquoi? Parce que quand 80% de ceux qui sont formés en Haïti vont en République dominicaine, en France, au Canada, aux États-Unis et maintenant au Chili, au Brésil, qu'est-ce qu'on fait avec les gens formés de ce pays? L'éducation, pourquoi? Quand l'éducation est à 80% donnée par le secteur privé. L'État ne contrôle que 20% de l'éducation. Et l'État n'a jamais eu la force nécessaire pour orienter l'éducation dans le privé. Donc, il y a l'éducation à plusieurs vitesses qui se donnent en Haïti. Donc, on a comme l'impression qu'on tue l'espoir dans ce pays. Et c'est ça le plus grand problème. On tue l'espoir parce que quand on regarde ce qui se passe actuellement, on se dit bien un enfant qui assiste à ces scènes de violence, s'il n'est pas accompagné, s'il n'est pas aidé psychologiquement, va reproduire les mêmes choses. C'est connu de tous les livres scientifiques que les enfants vont reproduire les modèles qu'ils ont suivis quand ils étaient petits. Parce que nous qui sommes de la génération de 2004, qui étaient à l'université en 2004, mais nous étions enfants en 86. Moi, j'ai marché sur des morts en 86. Donc, je comprends peut-être la réaction que j'ai eue quand j'étais à l'INAGUE et quand j'étais en face des sbires de Jean-Bertrand Aristide. Mais les enfants en 2004, aujourd'hui, sont des jeunes et c'est eux qui opèrent. Donc, c'est un cycle infernal et il faut que ça s'arrête, comme tu l'as dit, pour qu'on puisse avancer. Mais pour que ça puisse s'arrêter, il faut ce qu'on avait prôné en 2004, un nouveau contrat social, ce que M. Defin Tuneb Delpé avait parlé toute sa vie. Non, Tuneb Delpé, c'était Conférence nationale. Conférence nationale, justement. Et M. Jovenel Moïse l'a repris avec une idée conférence nationale sectorielle. Mais il faut vraiment un dialogue dans la population. Il faut ce que le Rwanda avait fait, un dialogue franc entre les acteurs, une confession des actes commis et peut-être la sanction de la justice, après peut-être le pardon, mais il ne faut pas rester les bras croisés à regarder. Parce que si tu me frappes, je te frappe, tu as tendance à me frapper à nouveau et moi j'ai tendance à répliquer. Et si je ne te trouve pas, je le ferai sur ta famille, toi tu vas le faire sur ma famille et ça va se répéter. C'est le cycle de la violence. Il faut arrêter ça et c'est l'institution qui s'appelle la justice qui a le pouvoir de l'arrêter. Mais la justice a toujours été un bras armé des pouvoirs en place. Par exemple, on est là
avec ce pouvoir. On parle de Petro-Caribé, mais à aucun moment, ce pouvoir ne va vraiment enquêter sur Petro-Caribé. Alors, Mackenzie, donc malheureusement, c'est malheureux. Et on va en parler après. On va prendre une pause et puis on revient pour continuer cette discussion. Tu ne vends pas ses larmes, dis-lui que tu l'aimes, mais que tu viens me retrouver. Sans qu'il aime, dis-lui d'être forte. La vie t'emmène, ce n'est pas sa faute. C'est nous sommes devenus fous. N'oublie pas de lui dire qu'en laissant envoler ton cœur, elle trouvera l'amour ailleurs. Et tu ne vends pas ses larmes, dis-lui que tu l'aimes, mais que tu viens me retrouver. Sans qu'il aime, dis-lui d'être forte. La vie t'en... Alors, de retour après la pause, vous écoutez le 102.3 FM Radio Centre-Ville et c'est l'émission Vivement Français que vous écoutez actuellement. L'expression du jour, c'est être logé à la même enseigne, ce qui signifie éprouver la même contrariété, la même perte ou le même préjudice que quelqu'un. Bref, être logé à la même enseigne, c'est être dans la même situation que quelqu'un. Et comme exemple, on pourrait dire à ce que je sache, on est logé à la même enseigne. Et la notion du jour, c'est la nuance entre joindre et rejoindre. Alors, joindre, c'est rapprocher deux choses de telle sorte qu'elles se touchent ou se tiennent ensemble. Et pour des hommes, on peut dire se mettre ensemble. Lorsqu'on se met ensemble pour réaliser quelque chose. Comme exemple, il faut joindre nos forces pour changer les choses ou veux-tu te joindre à moi? Et rejoindre, c'est aller trouver quelqu'un ou un groupe dans un endroit ou venir en contact avec quelqu'un, etc. Comme exemple, on pourrait dire « Rejoins-nous au bar en face, nous sommes en train de faire la fête ». Alors, pour la rubrique sur le Québec d'aujourd'hui, le Québec, en fait, c'est la province canadienne la plus grande en territoire, avec une superficie de 1 542 056 km² et une population présentement de 8,5 millions d'habitants. Le Québec a 78 sièges à la Chambre des communes à Ottawa et 24 sièges au Sénat canadien. Le Québec est aussi dirigé par un régime parlementaire qui siège à l'Assemblée nationale, logé à la capitale nationale ou la ville de Québec. Le Québec est divisé en régions administratives, donc il y en a 17 régions administratives et les régions sont divisées en municipalités. Et quant aux circonscriptions électorales, il y en a 125 et la région de Montréal, à elle seule, a 28 sièges à l'Assemblée nationale. De retour avec Mackenzie Desterrières et l'on parle de la situation en Haïti. Mackenzie, nous avançons presque à la fin de l'émission. Alors, ma question, Mackenzie, c'est qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour éviter que cela se refasse, si on peut dire, dans les prochaines années, dans 10 ans ou dans 15 ans? Oui, en fait, normalement, on a toujours tendance à aller vers l'international pour trouver les solutions quand il y a une crise généralisée en Haïti. C'est-à-dire, on se tourne vers l'OEA, vers l'ONU, vers les États-Unis, la France, le Canada et certaines fois même Saint-Domingue. Malheureusement, cela n'a jamais donné les solutions escomptées. L'ONU vient de passer plus de 10 ans en Haïti et malheureusement a laissé le pays avec cette même instabilité. L'ONU, la MINUSTAH était la mission des Nations Unies pour la stabilité. On a pu voir même dans la présence de l'ONU, il n'y avait pas de stabilité. Les Américains ont débarqué après l'embargo avec Aristide, on a dit le retour à l'ordre constitutionnel, mais ça n'a pas donné la solution non plus. Donc ils étaient là lorsqu'on a assassiné notre président à Port-au-Prince en 1915, ils ont passé plus de 20 ans, ça n'a pas donné la solution. Donc les hommes politiques en Haïti ont toujours tendance à trouver une solution
étrangère aux crises haïtiennes. Mais je pense que la solution doit être une solution haïtienne. Une solution haïtienne, mais une solution surtout entre les Haïtiens qui se partagent le territoire ou bien la classe politique. J'ai lu un témoignage d'un ami qui a dit le discours du président n'a pas convaincu. Parce que dès lors, le président devrait dire « Je m'excuse auprès des gens qui ont perdu leurs biens. L'État va prendre sa responsabilité pour ramener l'ordre. L'État va dédommager ceux qui ont fait des pertes. Je vais demander à mon Premier ministre de démissionner tout le gouvernement. Je vais m'asseoir avec toute la classe politique pour former un gouvernement de salut public. » Donc, on attendait des mesures, mais on a plus entendu un bilan des réalisations du gouvernement qui se plaint que la population n'a rien compris à ce qu'il fait. On a entendu un mea culpa du président qui dit que ses responsables de communication a mal communiqué avec le peuple. Et on a entendu un président désarmé, faible, qui n'a pas les moyens de sa politique ou bien qui n'a pas de solution au problème. Qu'est-ce qu'on devrait faire maintenant? Alors, je ne pense pas qu'on a la clé de la solution à long terme. Parce qu'à long terme, on doit investir dans l'éducation, on doit arrêter l'instabilité, on doit aller vers de bonnes élections, on doit encourager toute la population à participer aux élections, pas seulement 18% de la population. Encore là, ce sont ceux qui n'ont pas vraiment compris la politique du pays, ceux qui sont dans la misère, qui votent généralement, mais la grande majorité de la population intellectuelle et économique ne vote pas. Dans l'immédiat, ce qu'il faut faire, moi, je pense au stade où on est, même par décence, comme je l'ai écrit, même par orgueil, le Premier ministre, s'il est obligé par la force de la rue à retourner sur sa position d'augmenter les prix d'essence, aurait dû démissionner avec tout son gouvernement. Donc, et je pense dans les plus grands pays au monde, c'est le minimum qu'un homme politique devrait faire quand on est désavoué, même par son camp politique. Parce que même les parlementaires pro-gouvernementaux désavouent la position du gouvernement. Donc, malheureusement, il reste encore au pouvoir, mais je pense que dans cette semaine, le Parlement va être obligé de le destituer. Donc, est-ce que ce sera la solution à la crise? Non. Parce que malheureusement, le système est formé pour que, quand on va nommer un autre Premier ministre, pour qu'on puisse le voter au Parlement, chaque parlementaire, pour lever sa main, va vouloir avoir un ami, un membre de sa famille dans un poste de nomination. Donc, c'est la chaise musicale qui va recommencer malheureusement. Donc, ce n'est pas la solution. La solution, ce serait peut-être le changement de régime, mais c'est la solution la plus improbable. Madame Maniga a dit récemment qu'il faut un changement de régime total. Parce qu'en voulant enlever la dictature entre les mains du président en 86, on a fait la constitution en remettant la dictature à une centaine de personnes. Parce qu'aujourd'hui, on a fui la dictature présidentielle, mais on est sur la dictature parlementaire. Et ils sont nombreux. 129 actuellement, je pense, si on additionne les députés et les sénateurs. 119 députés et 30 sénateurs. Voilà. Donc, c'est difficile de gérer ces gens. L'exécutif, justement, pour faire passer sa position, même le budget récemment a dû donner des promesses, faire des promesses ou bien donner de l'argent liquide à certains parlementaires. Ça se dit, c'est toujours jamais prouvé, on est en Haïti, mais ça se dit et c'est presque connu de tout le monde. Donc, on va jeter le gouvernement, on va prendre un mois dans les procédures pour remplacer ou bien pour nommer un autre PM, s'asseoir avec la Chambre des députés, la Chambre du Sénat, on va citer des noms, on va faire des entrevues et puis on va nommer ce Premier ministre qui, lui, pour former son gouvernement, doit s'asseoir avec ces centaines de parlementaires pour avoir la bénédiction. Il faut faire des promesses. Le système ne change pas,
la situation ne va pas changer, Isidore. Alors, moi, je pense qu'il y a une crise d'être en Haïti. Donc, si on doit changer de système, on va tomber dans un autre système semblable, ou sinon pareil, parce que c'est les mêmes personnes. C'est la même éducation en Haïti. C'est la même éducation pour tout le monde. Qu'on soit à Saint-Louis ou à Saint-Louis ou au lycée Toussaint, etc., on est formé pour être efficace ailleurs et non pas chez nous. Malheureusement. Il n'y a pas cette, comment je peux dire, cette moule pour nous dresser et nous rendre progressistes ou bien nous rendre efficaces dans la mesure où on peut travailler pour faire avancer le pays. À l'étranger, oui, parce qu'il y a un système déjà existant qui nous permet d'avancer, de progresser. Mais chez nous, on est tellement dans ce jeu de mafia, ce jeu de maître d'âme, ce jeu d'audace. On dit non pour oui, on dit oui pour non, etc. Donc, ce qui fait... C'est difficile d'avancer dans cette culture. C'est difficile d'avancer. On devrait profiter de ces crises pour s'asseoir ensemble, mais on ne l'a jamais fait. On ne l'a pas fait en 86, on ne l'a pas fait en 91, en 2004, en 2018, on ne l'a pas fait non plus. On devrait profiter de ces chaos, de ces situations de chaos pour s'asseoir ensemble. Même en 2010, après le tremblement de terre, on devrait profiter de la situation pour s'asseoir ensemble. La plupart disent que c'était le meilleur timing. Mais oui, on l'avait dit à M. Prival, n'organisez pas des élections sur les centres d'Haïti. Asseyons-nous pour voir ce qu'on peut faire ensemble. On aurait pu reconstruire Port-au-Prince après le tremblement de terre. On ne l'a pas fait. Aujourd'hui, tout est détruit presque, ou bien les symboles économiques sont détruits, mais on devrait avoir l'idée pour s'asseoir ensemble. Mais ça prend le leadership, et le leadership est à la tête de l'État. Mais malheureusement, le gouvernement d'Haïti, le pouvoir, c'est 5 ans. On passe les 2 premières années à comprendre le pouvoir, puisqu'on est novice. On arrive au pouvoir, on n'a jamais été préparé pour ça. Et on passe les 2 dernières années à s'assurer de notre renouvellement, ou bien pour faire une passe à un ami qui ne va pas nous poursuivre, puisqu'on a dilipendé les fonds de l'État. Alors, Mackenzie, il manque 2 choses à Haïti. Il manque un projet de société. Définitivement, oui. Et il manque un plan global. Donc, quand je veux dire un plan global, c'est en termes de réalisation, un projet de société qui concerne nous, les Haïtiens. Quelle société qu'on veut dans 25 ans? Parce que normalement, pour jeter les jalons d'une société, ça prend 25 ans. Quelle société qu'on veut en Haïti? Quel type d'ingénieur? Quel type de médecin? Quel type de professeur? Quel type d'infirmière? Quel type, etc. Un pouvoir n'a jamais 25 ans en Haïti. Non, mais voilà pourquoi il faut s'asseoir avec toute la classe politique. Exactement, on ne peut pas penser pouvoir. C'est ça. Il faut s'asseoir avec tous ceux qui aspirent, même dans 50 ans, à prendre le pouvoir, pour faire le projet ensemble. Il faut la prise de parole de la jeunesse qui dans 20-30 ans sera au pouvoir. Il faut la parole des femmes, il faut la parole des paysans qui transforment les matières premières ou bien qui investissent dans leur production nationale. Il faut un projet de société, mais pas avec ses amis, avec tout le monde, même avec ses ennemis. Et c'est ce recul qu'on n'a jamais eu la capacité de prendre quand on est au pouvoir. On a tendance à aller de l'avant et à prendre le pouvoir pour 20, 30, 50 ans. Et écoutez, malheureusement, cela va finir encore dans le chaos si on n'inclut pas tout le monde dans la balance. Donc, c'est-à-dire qu'il faut arrêter d'accuser l'autre. Il faut qu'on prenne tous nos responsabilités. Mais nous sommes tous coupables et c'est ensemble que nous pouvons avancer. Nous sommes tous responsables. Mais il y a des coupables. Donc, toi, tu ne veux pas le terme coupable. Non. Il y a des coupables et ces coupables-là, il faut les poursuivre, il faut les traduire en justice. Mais cependant, nous, Isidore, qui avons laissé le pays, on n'est jamais à l'aise. On se sent concerné. On n'est jamais à l'aise que chez soi. On se sent responsable, exactement. Donc, quand on a un pays où 60% de la population n'a pas été à l'école, on fait partie de ces 40% qui ont été à l'école. Il y a une déperdition. Presque la moitié de ces 40% n'ont jamais terminé le cycle d'études. On fait partie de ceux qui ont l'opportunité de terminer. Seulement 5% d'après les statistiques de ceux qui vont à l'université vont finir avec un baccalauréat ou bien un diplôme. On fait partie de ces gens-là. Et c'est cette crème de la société qui généralement on sélectionne parce que les ambassades étrangères sélectionnent leurs candidats pour offrir une vie meilleure. Donc, malheureusement, on a souvent tendance à faire... C'est une illusion, hein? Oui, malheureusement. On a souvent tendance à faire le choix individuel
au détriment du choix collectif. C'est dommage parce que l'individuel est tellement fort en nous, même si toi tu veux rester, il y a ta femme ou bien ton mari, tes enfants, tes parents, les membres de ta famille qui vont te pousser. J'étais jeune quand j'ai vu un jeune Haïtien qui allait jouer au football pour Haïti se faire extirper du terrain par un membre de sa famille pendant qu'il allait faire une touche pour qu'il puisse se sauver. Il n'a jamais pu rentrer en Haïti parce qu'on l'a pris comme ça, sans son passeport, et on s'est sauvé avec lui. Donc, ce n'était pas même la volonté de ce jeune, mais sa famille exerce une pression sur lui. Donc, et malheureusement, ceux qui auraient dû être là pour mener la banque de ce pays, en général, sont à... Je ne dis pas qu'il n'y a pas des gens qualifiés en Haïti. Il y en a beaucoup. Mais cependant, ils sont minoritaires par rapport à cette grande masse qui n'a pas le temps d'écouter. Encore une fois, je vais parodier le professeur Maninga qui dit « Quand on a faim, on n'attend pas pour apprendre. On ne peut pas écouter, on ne peut pas faire la démocratie parce que l'urgence, c'est de trouver à manger. » Il y a un proverbe pour ça, vent affamé n'a point d'oreille, exactement. Donc, et quand on arrive aux élections, ces gens-là vont voter pour 500 gouttes, pour 1000 gouttes. Ils vont encore prendre la rue pour 1000 gouttes, pour un plat de riz. Ils vont encore tuer, casser pour survivre. Mais moi, Mackenzie, ce qui me rassurait, c'est si on disait, bon, c'est comme ça aujourd'hui, mais demain, ça n'arrivera pas. Parce qu'aujourd'hui, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Mais oui. Faire ça. Mais malheureusement, il n'y a personne pour le faire. Il a attendu presque 24 heures pour prendre une position publique. Mais il s'est assis aux côtés de sa femme à se vanter de ses réalisations, à critiquer la population qui est dans les rues, alors qu'il devait faire appel à tous les investisseurs qui sont victimes pour faire une grande réunion pour savoir ce qu'on peut faire ou bien ce que l'État va faire. Il aurait dû faire appel à toute la classe politique dans une rencontre pour voir comment on peut bâtir un projet de société. Alors, soit il est mal conseillé ou bien soit il est de mauvaise foi. Donc, Mackenzie, nous sommes arrivés au thème de l'émission. Donc, merci pour ta participation merci à toi de nous avoir invités. C'est un plaisir. Merci Marie-Claudette Syriac pour avoir fait les manœuvres techniques comme d'habitude. Et quant à moi, je vous laisse ici, chers amis auditeurs et auditrices. Je vous donne rendez-vous mardi prochain pour une autre émission Vivement Français. Bye bye. Tous les mardis au coup de 13h, veuillez brancher l'émission Vivement en français sur le 102.3 FM Radio Centre-Ville ou via le www.radiocentreville.com. Vivement en français, l'émission qui conjugue savoir et manière de vivre en français. Tous les mardis au coup de 13h, veuillez brancher l'émission Vivement en français sur le 102.3 FM Radio Centre-Ville ou via le www.radiocentreville.com. Vivement en français, l'émission qui conjugue savoir et manière de vivre en français.